L'esprit de l'esprit public restera après 13h20, retrouvé comme un jeudi sur deux la chronique du médiateur de Radio France. Mais avant cela, dans l'actualité des idées aujourd'hui, nouvelle lutte et faux combat du féminisme. Au cœur de la polémique, l'organisation dans des locaux publics d'un festival par un collectif afro-féministe se revendiquant d'une non-mixité. Si la cause semble légitime, la lutte contre les violences et l'oppression faites aux femmes racisées, on expliquera ce mot, la méthode interroge pourquoi réserver des espaces exclusivement aux femmes noires et métisses, tout en luttant contre les discriminations de race, de genre et de classe. Le mouvement en crée de nouvelles. Il exclut les hommes, de fait, et les femmes blanches. Après un veto de la mairie de Paris, Anne Hidalgo est finalement revenue sur sa décision en répartissant les espaces. Les ateliers non mixtes auront lieu dans des espaces privés. Le festival Nyansapo aura donc bien lieu à Paris fin juillet. Au-delà de cette polémique, au-delà de ces questions-là, d'autres sont soulevées par ce sujet. La non-mixité est-elle un outil émancipateur, comme la qualifie la sociologue Christine Delphi, ou le signe d'une dérive identitaire? Et comment l'appréhender dans l'histoire du féminisme français? On en parle aujourd'hui avec deux des auteurs du dictionnaire des féministes qui paraît au PUF. Christine Barr, tout d'abord, qui a dirigé cet ouvrage collectif avec Sylvie Chaperon, professeure d'histoire contemporaine. Christine Barr, spécialisée en histoire du genre et du féminisme. À ses côtés, la sociologue Nassira Edjerassi, enseignante à l'université de Reims, fine connaisseuse des trajectoires intellectuelles des femmes philosophes comme Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir également, et des intellectuelles féministes africaines, américaines, Angela Davis, Audre Lorde ou encore Bell Hooks. Dans ce dictionnaire des féministes, Nassira Edjerassi, vous êtes l'auteur d'une notice sur l'intersectionnalité, autre terme à raconter et à expliquer. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous, et à mes côtés Camille Magnard, donc, pour vous interroger. Un terme à définir, celui d'intersectionnalité, un concept à la généalogie très discutée, écrivez-vous Nassira Edjerassi, mais qui renvoie quand même dès ses origines à l'idée que les femmes noires sont au croisement de multiples oppressions, dominées, exploitées comme africaines, comme les hommes, et séparément infériorisées et marginalisées comme femmes, une domination qui s'exprimait dans un ordre colonial et qui est aujourd'hui remise au goût du jour, quelque part, à travers le combat de ces afro-féministes qui se posent aujourd'hui et qui posent question dans l'organisation de ce festival. Est-ce que c'est anachronique pour vous, Nassira Edjerassi? Qu'est-ce qui est anachronique? Le fait que cette question de la non-mixité, de l'intersectionnalité se repose aujourd'hui, alors que l'époque a changé, qu'on n'est plus dans un fonctionnement ou dans un système d'ordre colonialiste comme ça l'était hier quand cette domination s'est exprimée. Et donc, cette réaction pouvait paraître plus légitime qu'aujourd'hui? Alors, donc, si on revient à la généalogie de l'intersectionnalité et si on renvoie au mouvement féministe africain, américain, on était effectivement dans un autre contexte. Alors maintenant, on va revenir en France. En France, on n'a jamais affronter cette question. On a fait silence pendant longtemps sur l'histoire coloniale, sur l'histoire de l'esclavage. Donc même si et Christine Barr pourra en parler mieux que moi, même si dans les mouvements féministes français, il y a eu des collectifs, des groupes qui ont pu émerger dans le temps et qui ont pu adresser cette question, notamment du racisme à l'intérieur du mouvement féministe. Pour autant, ce sont des questions qui ont très peu été mises en avant. Donc à la fois dans les luttes, mais aussi au sein de l'académie. Alors si je vais parler de ce que je connais le mieux, le monde universitaire. Donc dans le monde universitaire, en France, donc il y a une tradition qui n'est pas la tradition anglo-saxonne, et c'est la raison pour laquelle je voulais bien ramener le terme, la notion d'intersectionnalité, l'enraciner dans le contexte états-unien qui était organisé effectivement de manière différente. Et donc la difficulté qui est la nôtre dans le milieu universitaire, c'est d'arriver à faire prendre conscience qu'il y a un système social qui est organisé en France et
qui est héritier de l'histoire coloniale et esclavagiste de la France. Donc par rapport au terme anachronique, je dirais plutôt moi que c'est la première fois peut-être qu'enfin dans l'espace public on met ça en avant, même si ça avait été pris en charge par des collectifs de féministes noirs dans le passé, mais ça n'avait pas eu cet écho et cette audience. Donc ça n'est pas du tout anachronique, ça peut même paraître surprenant que ça n'arrive qu'aujourd'hui sur l'espace public. Et ça arrive sous quelle forme dans l'espace public? Alors, donc moi, c'est l'analyse que j'en fais. Peut-être que je me trompe, ce que j'observe, parce que en regardant comment dans le temps ça a pu se développer au niveau des collectifs et des groupes français, en tous les cas. Donc, ce que j'observe, c'est et ça fait écho à votre dernier invité, donc c'était intéressant. La caisse de résonance, pour moi, c'est vraiment les réseaux sociaux, les nouvelles militantes ont à leur disposition l'outil des blogs, par exemple, puisque c'est beaucoup autour des blogs que ce terme a émergé. Et il y a un accès facilité justement à des textes, parce qu'en France, on n'avait pas justement cet outillage théorique, conceptuel. Donc il fallait aller chercher cet outillage ailleurs, et cet ailleurs, jusque-là, c'était la théorisation africaine-américaine avec ses limites, on pourra y revenir tout à l'heure. Donc ça donne des accès à de la littérature et ça met des mots sur des expériences en France, et ça circule beaucoup plus. Et donc c'est comme ça, pour moi, déjà dans cet espace-là que ça a pu se développer de manière beaucoup plus importante que ça n'avait pu l'être dans d'autres collectifs qui ont existé dans le passé et qui fonctionnaient aussi avec le principe de la non-mixité. Non-mixité entre qui et qui? La double non-mixité. La double non-mixité. La double non-mixité. Donc on a pu avoir des groupes, je vais évoquer par exemple un groupe de féministes et lesbiennes qui se disaient racisées, c'est-à-dire des descendantes, des féministes et lesbiennes dont l'histoire avait un lien avec la colonisation ou l'esclavage, et qui avaient ressenti à un moment donné le besoin de se retrouver entre elles, donc des temps et des moments séparés, pour pouvoir justement penser leurs oppressions, pour pouvoir être aussi dans un espace où elles n'avaient pas à, c'est un terme qui revient souvent, elles n'avaient pas à faire la pédagogie en direction des autres, pour leur rappeler à chaque fois ces oppressions plurielles à l'intersection desquelles elles étaient. L'idée c'est que quand on discute de tout ça, on a envie d'aller tout de suite à l'essentiel, pouvoir à la fois partager ce dont on a été victime, pouvoir aussi essayer de comprendre entre personnes qui ont connaissance de ces sujets et qui le subissent, pouvoir partager autour de ça et tout de suite chercher des solutions et pas forcément à chaque fois être dans ce travail de pédagogie envers de nouveaux locuteurs ou de nouveaux interlocuteurs, même si c'est important, qui choisiraient avec une certaine volonté de venir s'intégrer ou se mêler, soutenir des luttes. Christine Barre, pour comprendre aujourd'hui en 2017 quel défi cette intersectionnalité pose au féminisme français. Un grand défi. Un grand défi. On est au tout début j'espère, d'une profonde transformation de la conscience politique à ce sujet. Même si on peut dire que, évidemment, il y a eu dans le passé des réflexions sur on peut dire que les féministes étaient antiracistes, beaucoup étaient anticolonialistes, mais on reformule vraiment différemment les choses aujourd'hui. Quant à et on relie aussi l'histoire longue du féminisme avec de nouvelles questions. On est amené, par exemple, à mettre en évidence la contribution des mouvements féministes à l'œuvre colonialiste de la France, à cet humanisme qui a accompagné le discours et aussi certaines pratiques coloniale, en insistant sur ces femmes en Algérie par exemple qu'il fallait éduquer, protéger des mœurs indigènes et assimiler finalement au statut des Françaises.
Voilà, ça commence enfin ce genre de questionnement. Mais aujourd'hui, on sent bien quand même dans les réactions qu'il y a pu y avoir autour de l'organisation, à titre d'exemple, c'est dans l'actualité de ce festival par un collectif afro-féministe. On sent bien que dans les réactions d'une partie des féministes françaises, la cause qu'elles défendent, ou en tout cas les moyens qu'elles mettent en œuvre pour la défendre, l'outil, se heurte à une certaine tradition française. Oui, mais il y a aussi, parce qu'on oublie la tradition de la non-mixité qui est essentielle dans les luttes ouvrières. Hein. C'était pas acquis de faire des syndicats avec uniquement des salariés. Dans les luttes de femmes, bien évidemment, il y a toujours eu en fait en même temps de la mixité et de la non-mixité. Et dans les organisations mixtes, par exemple, il y a encore une répartition du travail militant qui fait que ça peut être assez désavantageux pour les femmes. Donc vraiment, la mixité n'est pas la panacée, elle n'est pas forcément facile à vivre. Même si en France, elle a souvent été assimilée à un grand progrès. Mais quand on la regarde dans le détail, que ce soit à l'école ou dans d'autres espaces, on s'aperçoit qu'elle est souvent défavorable aux femmes. Donc il faut rappeler cette histoire. Le MLF, il a été non mixte. Les groupes de conscience qui ont éclos à ce moment-là ont joué un rôle fondamental dans la libération de la parole des victimes de violences sexuelles, par exemple. Ça n'était pas possible dans des groupes mixtes. C'était pas sans rapport avec la race, puisque les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis inspiraient aussi les féministes des années 70. Et puis on peut remonter au féminisme de la première vague qui ont souvent choisi la forme d'organisation féminine. Par exemple, l'Union française pour le suffrage des femmes avait créé une ligue des électeurs pour le suffrage des femmes. Donc il y avait une place pour les hommes, mais à côté, en tant que citoyens qui voulaient cesser d'être les seuls à avoir le droit de vote. Mais finalement, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure dans ce festival-là dont on parle aujourd'hui, festival afroféministe, et plus largement dans l'organisation de ces mouvements, de ces groupes non mixtes, c'est que c'est un temps de l'engagement et de la réflexion qui se fait dans des groupes non mixtes, mais qui n'empêche pas un deuxième temps ou un travail en parallèle d'aller vers le reste de la société et d'intégrer peut-être les hommes, les personnes non racisées. Enfin, oui, c'est prévu par ce festival. Voilà, c'est fait. Donc ça pose aucun problème en fait pour vous. Ça pose pas de questions particulières. Oui, c'est pas un appel à une forme de séparatisme. Il y a des groupes féministes ou lesbiens qui appellent à une séparation radicale des femmes, des hommes. Hein. Là, ça n'est pas, c'est pas ça. L'enjeu, c'est d'arriver à avoir son propre espace pour pouvoir donc discuter, penser, y compris être dans des contextes où on n'est pas simplement dans la réponse aux situations d'oppression, etc. C'est aussi pour construire quelque chose. Hein. C'est aussi pour se fabriquer ses propres outils. Donc c'est pour ça que c'est pas. On a eu tendance à retraduire l'organisation de ce festival, le principe d'organisation de ce festival, en disant c'est interdit à. C'est pas que c'est interdit à. Ce qui est fondamental, c'est qu'il y a des temps et des espaces qui sont réservés à des personnes opprimées qui vont pouvoir se retrouver entre elles et qui vont pouvoir discuter, construire, fabriquer. Il y a les deux pendant à chaque fois. Il faut c'est aussi sortir d'un rapport où on va considérer ces sujets comme simplement des victimes, parce que c'est un outil si on reprend les termes, hein, c'est un outil de libération et d'émancipation aussi, parce qu'on va faire cet apprentissage aussi d'accéder à sa propre parole, à l'articulation de sa propre situation, et ça c'est fondamental. Alors que si on prend des exemples dont sont l'objet les femmes racisées par exemple, ça va être de l'expertise externe
externe, par exemple, qui va être posé sur ces femmes. Donc ce sont d'autres qui vont pouvoir analyser les situations d'oppression dont elles font l'objet. Et donc là, c'est vraiment faire la rupture avec ça pour pouvoir mettre en mots par soi-même ses propres situations. Et donc c'est important, et c'est comme le rappelait Christine, dans le processus de conscientisation, de libération, ça peut être un moment important et qui va s'articuler avec autre chose, parce que la finalité, c'est quand même de transformer la société, c'est de transformer les rapports sociaux, c'est de transformer les rapports de domination qui ont cours dans la société dans son ensemble, et pour avoir pleinement sa place et pleinement voix au chapitre, et sortir de l'invisibilité et de la mise en silence. Parce qu'on pourrait se dire, si on reprend ça, on va être entre soi, et du coup, finalement, on est encore invisibilisé, puisqu'on se retire de l'espace dans son entier, alors que c'est pas ça l'enjeu fondamental. Donc c'est vraiment un enjeu politique, et c'est une démarche politique, et il faut pas oublier justement les thèmes qui sont posés par le collectif Moissy, par exemple, qui organise ce festival. Quels sont qu'est-ce qu'adresse ce collectif par rapport à la société française. Et donc c'est ça qu'on doit vraiment regarder de manière dépassionnée, mais c'est un travail qui est absolument nécessaire dans l'histoire de la société française. Et justement, un petit retour sur l'histoire, Nassira Edgerassi, Christine Barr, aidez-nous là-dessus. Bell Hooks, féministe et militante afro-américaine, que vous avez préfacé notamment, Nassira, l'un de ses ouvrages parus en France aux presses c'était pas aux presses de Sciences Po, Cambaroukis. C'était de la marge au centre, théorie féministe. Elle a également écrit un ouvrage phare qui a été traduit en français, Ne suis-je pas une femme? Et elle disait, les femmes noires eurent l'impression qu'on leur demandait de choisir entre un mouvement noir qui servait essentiellement les intérêts des hommes noirs, sexistes, et un mouvement des femmes qui servait essentiellement les intérêts des femmes blanches, racistes. Pour comprendre un peu d'où vient aussi cette pensée, quelle place pour l'afroféminisme dans l'histoire des féministes, celle dont vous faites aujourd'hui un dictionnaire, c'est pas un dictionnaire du féminisme, mais des féminismes, à quel courant de pensée philosophique, politique s'adosse ce black féminisme, cet afroféminisme? Je sais répondre à ça? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas répondre. Alors, est-ce que c'est un féminisme comme les autres? Non. Donc, c'est d'abord un féminisme qui va avoir à cœur justement de ne pas opérer des découpages, je veux dire ça comme ça, et qui se trouve à l'intersection de différentes luttes sociales. Je suis toujours dans le contexte états-unien, et donc ça va. Il y a des racines antérieures, mais si j'arrive sur Bell Hooks, ça va se développer au moment des luttes des droits civiques. Ça va se développer aussi au moment des luttes des féministes et des luttes des gays et lesbiennes. Et la problématique auquel ces féministes pouvaient être confrontées, et donc c'est en cela qu'elles ont eu à inventer quelque chose, justement, c'était qu'on leur demandait systématiquement de faire un choix entre les différentes luttes. Et donc par exemple Angela Davis elle-même témoignait que lorsqu'elle était dans les mouvements des Black Panthers, on lui demandait de choisir entre les mouvements féministes ou les mouvements des droits civiques. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à construire justement sur le plan théorique un appareillage conceptuel qui permette de prendre en charge cette pluralité d'oppression, qui ne signifie pas une addition d'oppression. Ce sont une pluralité d'oppression qui s'exerce simultanément sur les femmes noires. Mais cet appareillage théorique, il ne va aboutir qu'avec une juriste africaine-américaine bien plus tard. Donc on a en fait les germes de cette conceptualisation dans les premières féministes africaines-américaines, et ça va vraiment aboutir sur le plan théorique avec la figure de Kimberlé Crenshaw, qui va vraiment conceptualiser la notion d'intersectionnalité
d'intersectionnalité en partant d'une situation concrète. Comment je peux défendre une femme noire qui a à la fois l'objet de discrimination sexiste et de discrimination raciste. Et c'est confronté à cette situation concrète qu'il a fallu forger justement un appareillage conceptuel théorique. Et c'est ça qui a amené, alors je ne peux pas dire quels sont les sous-bassements philosophiques, mais si je retrace la généalogie sur le plan théorique, c'est comme ça que j'en rendrai compte. Et sachant qu'aujourd'hui, cette notion, elle continue sa trajectoire, parce que ce qui est intéressant, c'est que elle a été réappropriée dans d'autres contextes. Donc là, ça a émergé dans le contexte états-unien particulier, et ça a été repris dans d'autres contextes, dans des pays nordiques, et en France aussi, en particulier dans l'académie. Et aujourd'hui, la question, c'est comment va-t-on effectivement prendre en compte cette notion d'intersectionnalité, donc à la fois dans les théories féministes, mais aussi dans des recherches plus larges en sciences sociales. Il y a eu, oui, Christine Barr, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose. On a quand même une pensée sur laquelle on peut s'appuyer, c'est la pensée de Colette Guillaumin, qui vient de disparaître là au début du mois de mai, et qui a écrit un livre, L'idéologie raciste, qui nous permet de comprendre pourquoi il est totalement absurde de parler de racisme anti-blanc à propos de l'initiative de l'association Moisy. Colette Guillaumin a aussi apporter le concept de sexage qui peut être rapproché du terme racisé. Le sexe, c'est la même chose. C'est aussi une construction sociale et ni plus ni moins choquant de parler de sexe que de parler de race, même si dans le contexte culturel français d'aujourd'hui, on a du mal à entendre tout ce qu'il y a de social dans le mot race. Pourquoi ? On a parlé de l'aveuglement déjà tout à l'heure, le poids de l'universalisme républicain, soi-disant aveugle indifférent aux différences. En fait, ça cache quand même un système discriminatoire pour les femmes et pour d'autres groupes sociaux. Cette question, Camille Magnard, pardon. Oui, pour ça, on utilisait, j'ai l'impression, plutôt dernièrement le terme de genre. Vous dites le sexe est également une construction sociale ? Tout à fait. On est assigné à un sexe à la naissance et ça pourrait fonctionner différemment, sans assignation. Cette question de la non-mixité, est-ce qu'elle fait encore débat aujourd'hui dans le féminisme français actuel ? Est-ce qu'elle fait partie des lignes de clivage, des points de fracture entre les féministes ? On se souvient même quand une association comme Mixité, avec Clémentine Autain, était née à l'époque, on avait rouvert ce débat de savoir s'il fallait femmes-hommes discuter ensemble pour tendre vers l'égalité, ou est-ce que c'était un combat que les femmes devaient mener seules pour aller ensuite vers l'ouverture ? C'est finalement les mêmes termes que le débat qui se pose aujourd'hui sur la question du genre et des races et de cette double non-mixité. Mais même dans la non-mixité, les hommes peuvent être des alliés de toute façon. Il y a toujours eu des hommes dans le combat féministe. Je vous invite à lire la belle thèse d'Alban Jacquemart sur les hommes dans les mouvements féministes sur une longue période de 150 ans. Il y a des moments, au début de la première vague, à peu près 30% d'hommes quand même, c'est pas mal, et avec des associations qui sont mixtes ou non mixtes. Il y a toujours eu les deux, et les deux formes ont leur intérêt. Du point de vue militant et en termes d'efficacité aussi. Comment les féministes de la deuxième vague, puisque vous définissez aussi Christine Barr 3 vagues telles qu'on les appelle, et je vais caricaturer un peu de féministes. La première vague, c'était plutôt les pionnières avec des personnalités, des figures comme Olympe de Gouges. La seconde vague est plutôt associée à la période MLF aux années 70, et puis la troisième vague qu'on a fait naître un peu plus récemment, en tout cas dans la manière de la théoriser, alors que vous le rappelez déjà dès les années 80, il y avait quand même aussi l'émergence d'un renouveau féminisme avec des nouvelles formes d'action, des nouvelles formes de pensée, aussi cette lutte pour l'égalité. Comment les féministes d'hier, donc celles de la deuxième vague, regardent ce combat des afroféministes d'aujourd'hui, Christine Barr?
J'ai l'impression qu'elles ont du mal à le comprendre parce que elles ont toujours été antiracistes. Et je trouve ça assez paradoxal parce que elles-mêmes ont connu les avantages et l'empowerment que donne la non-mixité. Elles ont vraiment vécu aussi une forme de mise à l'écart parce que la non-mixité paraissait être un choix extrêmement radical et très mal vécu par leurs camarades hommes sur le plan politique. Et je trouve que ça interroge, qu'elle ne voit pas qu'en fait c'est le même fonctionnement. Alors qu'elle y voit une concurrence des luttes ou de l'orientation sexuelle ou de la racisation. On est sur les mêmes processus. Alors je ne veux pas généraliser, ça serait totalement idiot, mais oui, il y a une forme d'incompréhension. Et aussi une envie que l'on fasse connaître quand même des initiatives qui ont eu lieu dans les années 70 et 80 avec des femmes noires, des associations de femmes noires ou de femmes maghrébines qui étaient pas seulement à Paris d'ailleurs et avec lesquelles elles avaient d'excellentes relations. Donc elles ont du mal à comprendre cette volonté de non-mixité raciale de la part d'une association comme Moisy. Une dernière chose, il y a la non-mixité choisie, telle qu'on l'a évoquée depuis le début de cette discussion, qui est un outil au service d'une lutte politique. Et puis il y a ce que d'autres visent aujourd'hui, c'est-à-dire une non-mixité subie, celle de l'espace public, celle des bars, et qui est pour certains une situation de fait. Le 19 mai dernier, il y a une pétition de 2 associations qui ont circulé autour du quartier de la Chapelle à Paris, alertant que les femmes sont une espèce en voie de disparition au cœur de Paris. Une contre-manifestation a été organisée depuis le 25 mai et qui a réuni une centaine de personnes. On voit un peu autour de tout ça le spectre de l'affaire de Cologne, du Nouvel An qui rejaillit. Aujourd'hui, justement, en une du Point et dans les pages de l'hebdomadaire, une longue interview d'Elisabeth Badinter qui dit aller mettre une jupe dans certains quartiers, un cri d'alarme de la féministe. Elle dit aussi dans ses pages, il n'y a plus d'universalisme, il n'y a que des moi d'abord aujourd'hui, Christine Barr. Je m'inscris totalement en faux. La jupe, j'ai fait un livre sur la jupe qui montrait que la jupe était difficile à porter dans les collèges et les lycées, des beaux quartiers comme des quartiers défavorisés. Et on se focalise sur ces quartiers-là dans un but tout à fait politique. C'est un faux problème. Non, c'est plus un combat aujourd'hui. Mais faisons des enquêtes concrètes, comparatives, pour démontrer que c'est réellement plus difficile là. Mais cette dénonciation systématique d'un sexisme qui serait socialement situé et racialement situé, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, il faut renvoyer à la sociologie des quartiers aussi. Donc, si on a une concentration de population à tel endroit, ça va avoir des effets. Donc, pareil, pour des passionnés, il faut essayer d'objectiver tout cela. Donc là, c'est un petit peu des formules à l'emporte-pièce. Et c'est pas pour nier les problématiques. C'est simplement, on va faire le focus là-dessus. Et après, ça résonne. Et on va s'arrêter là. Merci mille fois, Tassira Edjerassi. Merci beaucoup. Merci à vous, Christine Barr. Dictionnaire des féministes, France, 18e, 21e siècle, en collaboration avec Sylvie Chaperon et beaucoup d'auteurs qui signent de nombreuses notices, nombreuses entrées dans ce gros dictionnaire et vaste dictionnaire publié chez PUF. Merci mille fois à toutes les deux.